Bonjour, on continue notre étude de l'Europe au Moyen-Âge, Histoire chapitre 2, avec la troisième partie. Après avoir étudié la puissance de l'Église, et puis la puissance des rois et des seigneurs, on va étudier dans une troisième partie la puissance des villes et des marchands. Et on travaillera en particulier sur la ville de Florence. Alors, on avait effectivement vu dans la première partie et la deuxième partie le royaume de France, et en particulier la seigneurie de Loches. On avait pu observer la présence de l'Église et l'importance des croyances, avec la hiérarchie ecclésiastique, les évêques et le pape, et puis aussi évidemment dans la deuxième partie, le pouvoir de plus en plus important du roi de France, qui va affirmer son autorité sur ce territoire. Alors dans la troisième partie, on va élargir un peu notre vision et montrer que vers la fin du Moyen-Âge, à partir du XIIe-XIIIe siècle en particulier, les marchands des villes vont être de plus en plus puissants et de plus en plus riches. Et ces marchands vont imposer un modèle d'enrichissement et une sorte de capitalisme, à partir surtout de l'époque moderne et contemporaine, qui est aujourd'hui le modèle dominant de nos sociétés. Alors pour étudier ces marchands, on va aller dans la péninsule italienne, puisque c'est là où on trouvait les territoires économiques les plus riches, en particulier la République de Florence. Alors la République de Florence, quand on regarde les représentations du Moyen-Âge, on voit tout de suite la différence avec la seigneurie de Loches. Alors bien sûr, on retrouve un rempart, mais à l'intérieur de ce rempart, on n'a pas un château seigneurial qui protège les paysans, mais on a une véritable ville avec énormément de maisons individuelles, d'églises, dont le Dôme, il Duomo, la grande église de Florence. Et justement, on pourra se poser la question, pas vraiment de château, mais plutôt des maisons. Alors pourquoi pas de château? Pourquoi pas de seigneur? Comment ça se passe? C'est un peu le sujet que l'on va étudier. Alors on va essayer de faire une visite qui vous servira à faire votre rédaction sur le sujet. Si on rentre dans la Florence d'aujourd'hui, on va arriver par ce type de monument, qui est en fait les vestiges de la muraille. C'est-à-dire les portes d'entrée, et évidemment autour le mur a été détruit. Alors cette muraille a été détruite pour faire place à en fait une route, une sorte de boulevard périphérique. Et on retrouve ici la porte, et toute cette zone que vous voyez de boulevard était l'ancienne muraille. Alors si on prend un petit peu de recul, on peut voir que cette muraille continue, et en fait elle traverse le fleuve de Florence qui est l'Arno, et après ce fleuve on retrouve la muraille qui a été là conservée dans la zone boisée. Si on prend une vision d'ensemble, on retrouve donc ici notre porte, avec l'ancienne muraille qui forme un boulevard, et puis la muraille conservée ici. Et donc on va rentrer dans la ville de Florence, qui est aujourd'hui encore dans un état de conservation proche du Moyen-Âge, donc on va utiliser des photos de l'époque, puis on va aller se balader, voir les églises, voir les places, et on va aller d'abord vers cette première église, la basilique Santa Croce, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça nous apprend sur les marchands du Moyen-Âge. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que les églises à Florence sont des églises très luxueuses, très riches. Alors elles sont souvent entourées de grandes places, dont on reparlera, et elles ont une particularité, c'est que comme la basilique Santa Croce ici, elles sont souvent recouvertes de plaques de marbre blanc, donc un grand luxe. Et évidemment, on retrouve sinon le style gothique, les arcs brisés, mais vraiment un luxe qu'on ne retrouve pas dans d'autres églises du monde médiéval. Si on continue notre balade, on quitte la place de la basilique Santa Croce, puis on va aller vers la grande église de Florence, qu'on appelle le Duomo, et où on voit là aussi le gigantisme du bâtiment, l'immense coupole, toujours le marbre blanc. Et nous, on va surtout s'intéresser à ce bâtiment-là qu'on appelle le baptistère, puisque c'est le bâtiment le plus ancien et le plus médiéval. Alors évidemment, si on fait le tour du Duomo, on voit que là encore une fois, on va retrouver les plaques de marbre, la richesse de la décoration, les sculptures, les bas-reliefs, les arcs brisés de type gothique, mais surtout, si on s'approche du baptistère, on va trouver d'autres éléments de richesse encore, les portes en bronze, et puis à l'intérieur, un plafond entièrement recouvert de feuilles d'or, pour une mosaïque qui représente le jugement dernier. Donc une richesse affirmée par les marchands de Florence à travers leurs églises. Ça, c'est un des premiers éléments qu'on peut citer. Alors deuxième élément, on va quitter les églises, il Duomo et la basilique Santa Croce pour se déplacer, encore une place ici, vers un pont. Alors pourquoi un pont? Parce que justement, les ponts et les places de Florence nous montrent un autre élément de la richesse et de l'activité économique. Donc ce pont qu'on appelle le Ponte Vecchio, le vieux pont, a une particularité très nette quand on s'approche.
on va s'approcher encore, c'est la présence de maisons. Alors évidemment, photo d'aujourd'hui, mais maisons qui sont des bâtiments, même si ce ne sont pas les maisons du Moyen-Âge, qui reflètent l'activité du Moyen-Âge. Tous les ponts du Moyen-Âge étaient souvent recouverts de maisons, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'était des lieux de commerce tout à fait stratégiques, un lieu de passage entre plusieurs quartiers, lieu aussi d'enrichissement puisqu'il y avait des taxes, des péages, des ton-lieux, et enfin lieu tout à fait intéressant au niveau fiscal puisque vous savez que dans les villes du Moyen-Âge, les marchands faisaient payer un impôt en fonction de la surface de la maison au sol. Or, sur les ponts, il n'y avait pas de sol et donc il n'y avait pas d'impôt, en tout cas peu. Ce qui fait que c'était des lieux extrêmement recherchés. Alors sur le Ponte Vecchio aujourd'hui, on va retrouver des boutiques qui font référence un petit peu à l'activité ancienne du Moyen-Âge. Ce sont des boutiques de bijoux, parce que vous savez que Florence au Moyen-Âge produisait une monnaie d'or extrêmement reconnue, le florin. Et puis boutique de vêtements aussi, puisqu'on va retrouver énormément de production de draps au Moyen-Âge. Et puis au bout de ces ponts, on va trouver des places, alors aujourd'hui lieux touristiques, mais surtout à l'époque, lieux de marché. Alors on a beaucoup de représentations de marchés du Moyen-Âge. Ici, ce n'est pas à Florence, mais on retrouve à peu près les mêmes types de production, le drap, les draps colorés en particulier. Vous savez que la population riche du Moyen-Âge, seigneurs ou marchands, affirmaient leur supériorité par la couleur. Alors que les paysans, les simples gens, se faisaient des vêtements mais ne les teignaient pas. Donc, des ponts et des places qui nous amènent à montrer la richesse de Florence. Dans votre manuel, on peut compléter avec le document 4, page 71. Ce texte, cet extrait d'une chronique du XIVe siècle, nous montre aussi les éléments de la richesse de Florence. Plus précisément, on nous parle de 90 000 bouches à nourrir, c'est la population, ce qui est énorme, une des villes les plus peuplées de l'époque. On nous parle aussi de 110 églises, de 200 boutiques, et d'une production de 70 000 à 80 000 draps pour 1 200 000 florins. Donc tous ces chiffres-là nous montrent l'énorme production, l'énorme richesse que Florence pouvait représenter. Alors on continue notre balade dans les rues et on va parler des maisons des marchands. Parce que là aussi, c'est un élément intéressant et surtout ça nous amène à cette question, mais qui a le pouvoir à Florence ? Où sont les seigneurs et s'il n'y en a pas, qui les remplace ? Alors quand on prend les maisons des marchands, on constate que ces maisons peuvent donner l'impression d'un type de château fort, d'un style seigneurial. Alors, on retrouve par exemple les merlons et les créneaux, on retrouve les machicoulis. Ce sont des parures qui ne sont pas faites pour la guerre particulièrement, mais qui étaient plutôt décoratives, mais où les marchands affirmaient leur pouvoir. Donc toutes les maisons de marchands cherchaient à avoir des représentations militaires, des tours, le plus hautes possible, avec souvent des ornements militaires. Alors d'ailleurs, on sait que ces marchands, ces familles de marchands voulaient affirmer leur pouvoir les uns par rapport aux autres. Quand on prend des panoramas de Florence, on constate la présence de nombreuses tours parce que chaque tour signifiait la puissance d'une famille. Du coup, on peut se demander, est-ce qu'il y avait une autorité ? Alors quand on regarde cette image, on voit qu'il y a une tour plus haute que les autres. Si on s'approche, on voit que ce bâtiment était en fait recouvert de dizaines de blasons de différentes familles de Florence. Et en fait, tout simplement, c'était un lieu de réunion des plus riches familles qui en fait se partageaient le pouvoir, ce qu'on appelle une oligarchie. C'était en fait les riches familles de Florence qui se partageaient le pouvoir, qui éventuellement, à tour de rôle, s'élisaient et prenaient les grandes décisions, la gestion des impôts, et toutes les responsabilités, y compris éventuellement la gestion d'une armée, la déclaration d'une guerre. Pas de seigneur dans Florence en fait. Comme dans la plupart des villes marchandes, au départ il y avait un seigneur, et c'était pour le seigneur que les marchands étaient venus s'installer, et puis petit à petit, à Florence comme ailleurs, les marchands ont renforcé leur pouvoir, ont négocié avec les seigneurs leur indépendance, parfois par la violence, souvent par des accords financiers, leur verser une partie, et puis tout ça pour faire qu'au bout d'un moment, ces villes sont devenues des lieux totalement autonomes. En tout cas, c'est le cas à Florence, très clairement. Et donc, cette puissance, cette autonomie se symbolisait par un monument, qu'on appelle souvent un beffroi. Alors, c'est souvent le cas dans les villes de Flandre, du nord de la France ou de Belgique, Pays-Bas, où on voit par exemple à Bruges le beffroi, cette grande tour qui symbolise la puissance des marchands. Alors Florence a un beffroi qui symbolise la puissance des marchands, mais au cours du Moyen-Âge, une famille va s'imposer, très très célèbre famille, la famille Médicis, dont le plus célèbre représentant du Moyen-Âge est Laurent de Médicis au XVe siècle. Alors d'ailleurs, on va revenir un petit peu au Ponte Vecchio,
pour voir la présence des Médicis. En fait, si vous regardez ce pont, on voit que au-dessus des maisons, vous avez une sorte de galerie qui surplombe. Si on s'approche, cette galerie, hein, en fait, c'est un couloir qui passait au-dessus des maisons. Et ce couloir, qui est un couloir aménagé, continue tout au long du pont. On voit bien de l'autre côté ici. Et puis ensuite vient faire une sorte de virage, comme si en fait on enjambait le pont, on surplombait les maisons des gens. Vu de l'autre côté, hein, ce virage, et puis il va rentrer dans un domaine. Si on regarde une vue d'ensemble de Google Earth, on retrouve ici le Ponte Vecchio, ici la galerie qui fait un virage, et qui va aller jusqu'à ce bâtiment, qu'on a vu tout à l'heure comme étant la maison des marchands. Sauf que ce bâtiment va devenir le symbole du pouvoir d'une famille qui va s'imposer sur les autres, les Médicis, et qui va devenir la famille régnante. Donc à partir du XIVe, XVe siècle, hein, ce sont les Médicis qui imposent leur pouvoir. Et les marchands, en particulier les Médicis, vont imposer leur pouvoir et vont signifier leur richesse par, en plus de ce qu'on a vu, la richesse des églises, par un développement important de l'art et des artistes. Alors, dès le XIVe siècle, Giotto, le plus célèbre artiste sans doute de cette période, est employé par les marchands de Florence. Alors on peut parler de mécénat, c'est-à-dire que les riches vont payer des artistes pour montrer leur puissance, hein, pour orner leurs monuments. Alors Giotto, hein, qui a peint de nombreuses fresques en Italie et en particulier à Florence, donc très connu, alors pas seulement, hein, à Assise, vous savez que c'est lui qui a peint les fresques de François d'Assise dans la basilique d'Assise. Et puis cette habitude va continuer, et quand les Médicis imposent leur pouvoir au XVe siècle, ils vont faire venir les plus riches et les plus célèbres artistes. Alors bien sûr, hein, on les connaît tous, ceux qui vont symboliser la Renaissance: Michel-Ange, Michelangelo Buonarroti, Léonard de Vinci, Donatello, on pourrait continuer, Raffaello. Et évidemment, cet ornement de la ville de Florence va continuer, et bien sûr, on peut, pour le plaisir, rappeler que le dôme, par exemple, va être décoré par Vasari pour former ces fresques incroyables du Jugement dernier, encore un Jugement dernier. Alors, pour terminer sur cette présentation de Florence, hein, ce qu'on peut dire, c'est qu'au XIIe et XIIIe siècle, les villes grandissent, hein, s'épanouissent, autour de châteaux souvent, jusqu'à devenir indépendantes, et que une ville comme Florence, hein, est devenue une ville totalement indépendante des seigneurs, autonome, et c'est le cas de nombreuses villes du Moyen-Âge. Et on continuera notre travail dans une prochaine vidéo sur l'économie médiévale et les différents produits qu'on peut acheter et vendre à travers l'Europe.